futur exceptionnel puisqu'il se tient dans le cadre d'un festival, le deuxième festival des Rendez-vous du futur. Nous sommes le samedi 3 décembre 2016. Nous vivons une Social Good Week impressionnante et nous sommes très heureux puisque nous en sommes partenaires. Donc, ce festival Rendez-vous du futur a lieu pendant la Social Good Week et c'est une succession d'émissions. Cette émission-là, je tiens à remercier les coproducteurs, Triple C, JD Carré, Le Cube, à toutes leurs équipes. Je tiens à remercier notre partenaire, le Digital Society Forum. Alors, je le remercie particulièrement, ce qui me permet de rentrer directement dans le vif du sujet, puisque le papa du Digital Society Forum est parmi nous, Thierry Tabois. Bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes le directeur des enjeux sociétaux du groupe Orange. Merci d'avoir accepté notre invitation au dialogue. Et Dominique Cardon, vous êtes sociologue. Et vous êtes notamment, alors vous enseignez à Sciences Po notamment, et vous êtes notamment lié avec, enfin étroitement lié depuis toujours avec le Digital Society Forum, et nous allons pas mal parler ensemble, notamment du dernier dossier du DSF, le Digital Society Forum, un dossier autour des civic tech, comme on dit, autour de la démocratie à l'heure actuelle. Thierry, le Digital Society Forum en quelques mots. Habituellement c'est moi qui le présente, mais finalement allez-y. Rapidement, donc je suis chez Orange, je ne vais pas la présenter, mais dans l'activité d'Orange, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose quand même dans les gènes d'Orange qui est ce côté acteur de la médiation et du soutien au développement socio-économique des territoires. Je veux dire, historiquement, c'est des infrastructures, de la connectivité, des téléphones, des annuaires. Aujourd'hui, c'est des gateways. Aujourd'hui, c'est surtout des gens. Je veux dire, Orange, c'est quand même 150 000 personnes dans le monde, 80 000 personnes en France. Et donc, on est au cœur des territoires. À partir du moment où on est dans une position très particulière, qui est une position d'intermédiation et de gateway entre guillemets, le monde de la vie des territoires et ce monde du numérique, qu'on dit parfois virtuel, on a un engagement qui est très fort et qui fait partie d'ailleurs de notre rôle de valeur économique, qui est un rôle de médiation et d'essayer de faire comprendre le plus possible quels sont les enjeux ici et maintenant que peuvent affronter ou auxquels peuvent se confronter les gens, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, etc., etc. Du coup, en 2012, on a décidé, avec Dominique et avec d'autres, de prendre non pas le point de vue technologique, ce qui est traditionnellement la vue d'Orange, mais le point de vue plutôt humanities, comme on dit, en tout cas pluridisciplinaire, et de dire, regardons ce qui, ici et maintenant, a déjà profondément changé. Faisons en sorte qu'on essaye de le révéler au plus grand nombre, de manière lisible, tout en étant toujours argumenté. Et donc, on a lancé cette plateforme de médiation, on va dire sociétale, et non pas numérique, autour des enjeux du digital, ici et maintenant, en lien avec la société. Excusez-moi, est-ce que, c'est une question sans doute très naïve, mais est-ce que cette observation que vous avez faite, c'est une observation du terrain, du territoire à partir des salariés d'Orange, ou est-ce que c'est une observation aussi sur l'entreprise Orange, qui elle-même est un petit monde avec ses 100 000 salariés ? Alors, je dirais que c'est les deux. Je suis le festival aujourd'hui depuis le début et j'ai écouté pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui m'ont chanté aux oreilles. Mais il est clair que la question du bonheur tout technologique, on voit bien que c'est pas le cas. Donc, du terrain remontaient quand même des questionnements. Je dis pas des peurs, mais au moins des questionnements. Et donc, il s'agissait de commencer, et c'était notre rôle, à essayer d'apporter des éléments de réponse. Mais pour ce faire, et pour finir sur juste le Digital Society Forum, on ne pouvait pas rester dans une logique seulement pluridisciplinaire avec des dits sachants. Il fallait aussi qu'on se confronte au terrain. Donc, en même temps qu'on a lancé des thématiques, aujourd'hui il y a 11 dossiers qui ont été traités, on a fait en sorte d'aller au cœur des territoires, que ce soit en France ou à l'international. Et là, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de personnes. On a fait notre 50e atelier du Digital Society Forum il n'y a pas longtemps, à Bourg-en-Bresse. Et à chaque fois, on fait remonter l'expérience des gens pratiques. Et cette expérience-là, dans une logique de transparence, ce qu'ils disent est remis sur le site web. Niels. Peut-être sur ce travail, donc les nouvelles citoyennetés à l'heure du numérique, peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en sort de plus marquant à cette étape-là, qu'est-ce que vous avez identifié justement comme particulièrement intéressant et marquant sur ces phénomènes de nouvelle citoyenneté à l'heure du numérique.
Donc l'idée est vraiment que Thierry mentionne, c'est effectivement de concourir à une sorte de réflexivité de la société sur le grand phénomène de la transition numérique, qui est quand même quelque chose de majeur aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'est d'apporter à la fois des savoirs de sachants, comme le dit Thierry, puis en même temps de lancer des discussions le plus possible. Bon, il y a une question qui est une sorte d'enjeu qui est né avec Internet, en fait, qui est quelle contribution apporte le réseau à la forme de la vie démocratique, comment, d'une certaine manière, cette association qui est presque consubstantielle à l'histoire du réseau, a posé des formes politiques assez singulières, qui étaient plutôt libertaires, en fait, pour dire les choses comme elles sont, et donc très dans l'idée que finalement le numérique était un pouvoir redonné aux individus pour faire réseau entre eux. Cette forme de réseau entre eux était une possibilité d'émancipation, en tout cas de reprise de pouvoir sur sa vie, sur son territoire, sur son travail, sur plein de choses, mais qu'en revanche, le centre de la société, l'État, la politique représentative, les élections, étaient en fait peu affectés par cette histoire du numérique. Et donc, ce qu'essaye d'interroger le dossier, c'est de voir à la fois comment, effectivement, une grande partie de la dynamique civic tech, social tech, territoire, etc., elle part plutôt, on va dire, d'une sorte de société civile numérisée, qui est une société des individus en réseau, mais aussi d'interroger ce qui se joue depuis longtemps, mais qui a pris en France à une certaine ampleur quand même, en tout cas une certaine créativité dans la multiplication des initiatives, qui est de dire qu'est-ce que feraient les technologies numériques au centre et au centre de la démocratie représentative, de l'élection, des programmes politiques, de ces nouveaux candidats qui viendraient d'ailleurs que des processus habituels de sélection passant par les partis politiques. Et donc, il y a une sorte de dynamique qu'on essaie d'interroger dans le dossier. Et d'ailleurs, l'élection de Donald Trump s'est en partie jouée, on le sait, sur les réseaux sociaux. Et puis, on a appris que une grande partie de ses followers, je crois quelque chose comme 60%, en fait, c'était des bots ou des fermes de clics à l'autre bout du monde. Il y a cette fameuse bulle informationnelle dans laquelle les algorithmes nous enferment dans des communautés qui pensent toutes pareilles, c'est grégaire, donc on a l'impression qu'on est dans une diversité, mais en fait pas du tout, on nous enferme entre guillemets dans quelque chose de très verticalisé. À quelques mois de l'élection présidentielle en France, vous évoquiez tout à l'heure justement la sphère politique, comment vous voyez vous ce phénomène et puis comment y remédier peut-être pour pas tomber dans ce qu'on a pu voir, les tendances qu'on a pu voir aux États-Unis. Oui, mais alors il faudrait s'engager dans un très très long débat et puis surtout il faudrait enquêter avant de parler parce que beaucoup, voilà, moi je suis pas du tout sûr que, enfin je pense, voilà, pour le dire rapidement, penser que Trump a été élu à cause des réseaux sociaux, c'est donc penser que les électeurs ont été mal informés et que s'ils avaient été bien informés, ils auraient bien voté, et c'est reconduire le biais paternaliste, qui est en fait le principe même de l'élection de Donald Trump. Donc je pense qu'on est encore en train de faire une erreur d'interprétation sur cette affaire, c'est-à-dire de penser que si les gens avaient été bien informés, ils seraient beaucoup plus rationnels, ils auraient bien voté. Moi je crois qu'en fait, cette élection, comme d'autres phénomènes, mais qu'on ne cesse de voir dans nos sociétés depuis très longtemps, elle témoigne d'une grande mutation du rapport à la représentation politique, de cette volonté de renverser la table, et de renverser consciemment la table. C'est-à-dire que les gens ont bien compris ce qu'était Trump à la fois comme cette figure populiste de transformation de la représentation politique. Donc, penser que c'est les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr, mais en même temps, il faudrait l'étudier pour voir de plus près. Pour compléter ce que dit Dominique, je pense que bien sûr il y a un effet à la fois d'enfermement et de chambre d'écho. Pour autant, oublier les vraies fractures du pays, les vraies personnes qui se sentent entre guillemets laissées pour compte et qui sont rentrées dans une logique de colère, ça serait quand même oublier la vérité de ce qui a fait une grande partie de cette élection. Après, ça n'empêche pas que le numérique était un élément support à certaines campagnes. Quand on reprend la campagne d'Obama, c'est, si je me souviens bien, 220 millions d'Américains qui ont été scannés avec 600 questions et derrière 1 million de militants. Donc, bien sûr, il y a des outils, il y a la façon de faire de la politique par les politiques dans le modèle représentatif
prend du numérique, mais restreindre à la question des réseaux sociaux, je suis vraiment d'accord avec Dominique, ça serait, je pense, une erreur de fond. On pourrait faire une hypothèse sur les réseaux sociaux qui serait de dire ce qui se joue beaucoup, et là on le voit dans les transformations qu'a amené le numérique et beaucoup les réseaux sociaux on pourrait dire à la parole politique, c'est que comme les réseaux sociaux viennent de la sociabilité, ils viennent de ces conversations simples, immédiates, rapides, du coup qui peuvent être ironiques, qui peuvent être émotionnelles, qui peuvent être moqueuses, qui peuvent être agressives, qui peuvent employer des tons et des formes aussi de rapport à la vérité factuelle qui sont extrêmement relâchées. Il y a finalement une sorte de langue ou de manière de parler de la politique qui s'est mise en place sur les réseaux sociaux en puisant ses ressources dans les formes très ordinaires et très banales de la conversation avec les amis au café, dans des situations qui n'étaient pas des situations publiques. Et en rendant public ces formats d'énonciation, et de la part des médias traditionnels, en reprenant ces formes d'énonciation, ils ont d'une certaine manière fait sauter une sorte de verrou sur la forme de la parole politique. Et du coup, cette parole du peuple, entre guillemets, cette parole qui dit sans vergogne, qui prétend casser les rituels, les formalismes et les conventions habituelles de la parole politique, elle est devenue, d'une certaine manière, elle s'est incrustée dans le paysage de la discussion politique, et elle est en train d'en transformer les règles. Alors, dire que c'est les réseaux sociaux, ils y ont contribué, parce qu'ils ont amené ce style énonciatif, enfin, ils l'ont rendu plus public. Mais ne pas voir aussi la contribution des grands médias à la reprise de cette parole des réseaux sociaux. J'ai beaucoup regardé, à un moment, c'était très, très étonnant. Ils le font moins aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, le verrou était relâché. Mais la manière dont les médias d'information publiaient des choses qu'ils n'oseraient pas dire en fonction de leur règles déontologiques, mais disaient « on a lu sur le web, on a vu sur Twitter », était une manière d'amener à eux ce style énonciatif sans en endosser la responsabilité. Et évidemment, il y a quelque chose de nouveau qui se joue dans la forme, dans l'accélération, dans la petite phrase et dans le relâchement énonciatif qui a modifié les cadres de la formation de l'espace public. Est-ce que ça joue considérablement sur les choix électoraux des personnes? Les gens de sciences politiques sont parfois un peu sceptiques sur cette idée que c'est l'information qui fait le vote. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'associer à la vie, à l'expérience sociale, professionnelle, familiale, territoriale des individus pour les décisions électorales que simplement d'avoir entendu une fausse information sur Hillary Clinton. En fait, bon, je sais que vous êtes un grand spécialiste des réseaux sociaux, des algorithmes, donc je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais en fait, ce que je voulais pointer, c'était pas le côté réseau social, parce qu'effectivement, on entend surtout le côté social, individu, communauté, quand on dit réseau social. En fait, c'était ce qui était derrière que je voulais pointer. C'était la machinerie invisible et les algorithmes, donc qui sont derrière les réseaux sociaux et qui font que, par exemple, on sait très bien que nos amis, entre guillemets, sur Facebook, on ne s'adresse à eux que dans une proportion d'à peu près 20%. En réalité, on les touche absolument pas tous parce que c'est un algorithme qui décide à qui je parle et à qui je parle pas. C'était plus ce mécanisme invisible que je voulais pointer dans un enjeu, justement, tel que celui d'une élection nationale, donc c'est pas rien. Voilà, c'était la part de ce mécanisme invisible. Et voilà, comme je sais que vous êtes un grand spécialiste des algorithmes. Oui, en même temps, c'est un très grand débat. Bon, Facebook est né de la sociabilité. Facebook a installé un service, et Facebook n'est pas un média d'information. Facebook est d'abord une plateforme relationnelle dans laquelle les gens ont construit des espaces de sociabilité, la plupart du temps avec des gens qui connaissent en fait dans la vraie vie. Alors ils y ont ajouté des amis qui connaissent pas, mais qui connaissent des gens qui connaissent. Et l'algorithme de Facebook est venu plaquer une sorte de mécanisme en miroir là-dessus. Alors d'une certaine manière, il y a une responsabilité de l'algorithme, je ne cherche pas à les dédouaner, mais cette responsabilité, il faut comprendre sa fonction comme agissant sur l'environnement. Elle dit aux gens, je te montre les informations des gens avec qui tu interagis. Et donc, parmi les 150 amis, les informations qu'on va voir, c'est ceux qu'on a likés et commentés. Et c'est sa mécanique centrale. Et c'est ce qui fait que les marques protestent parce qu'elles interviennent peu dans le newsfeed des individus, parce qu'évidemment, elles ont été likées une fois parce qu'il y avait un jeu concours, puis complètement oubliées par la suite. Et cette idée que le mécanisme reproduit quelque chose qui est social, c'est-à-dire j'ai choisi tel ou tel type d'amis, vient renvoyer une sorte de responsabilité du calcul
vers un autre calculateur. Moi, je suis très sensible à ça. C'est que truc de sociologue, on dira, c'est que notre socialisation, notre vie, il y a un calculateur qu'on appelle, voilà, l'habitus, la socialisation. C'est qu'on ne choisit pas, en fonction de ses ressources sociales, culturelles, de son capital social, on ne choisit pas les mêmes amis. Et on choisit des gens qui nous ressemblent. Et on choisit des gens qui ont le même âge. Et on choisit des gens qui vivent sur le même territoire. Et on choisit des gens qui ont les mêmes idées que nous, etc. Et donc, l'air de rien, même si il ne faut pas dédouaner Facebook de toute responsabilité dans le calcul de l'algorithme, c'est en choisissant nos amis qu'on a fait 90% du travail de filtrage. Et ce travail de filtrage, évidemment, il y a une dimension qui est assez politiquement très intrigante, c'est qu'elle est un court-circuit fait au nom du sentiment qu'ont les individus de devoir choisir eux-mêmes et qu'on ne choisisse pas pour eux, comme le faisaient les journalistes, comme le faisaient les hommes politiques, comme le disent tous ceux qui veulent moraliser Facebook en envoyant... voilà. Les gens ont réclamé de choisir eux-mêmes pour court-circuiter les intermédiaires. Alors, remettre un intermédiaire dans le choix du filtre de l'algorithme de Facebook est aujourd'hui un enjeu assez compliqué, parce qu'au nom de quoi va-t-on décider pour les gens de ce qu'ils doivent voir, de ce qu'ils ne doivent pas voir, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, etc., etc. Facebook et son algorithme est au cœur de l'enjeu politique qui traverse nos sociétés, c'est que les individus ont réclamé le droit de choisir. Peut-être que finalement, ce sentiment d'autonomie et de capacité souveraine des individus de savoir choisir mieux que les partis politiques, mieux que les syndicats, mieux que les journalistes, mieux que les statisticiens, mieux que les sociologues, est peut-être trop ambitieuse pour les individus parce qu'ils font des choix qui sont problématiques, contestables, etc. Mais au nom de quoi va-t-on remettre un intermédiaire qui choisit au nom des individus? C'est quand même une chose très compliquée dans le débat actuel. N'étant pas scientifique, juste pour compléter, j'étais, c'est une anecdote, hein, j'étais il y a 2 semaines avec la mère d'un ami qui a 19 ans, et enfin mon ami avec son enfant de 19 ans, et il faisait une fête avec tout un tas de gens. Et à un moment, il est venu me voir en me disant, tu vois, il n'y a que des gens différents. Ils ne sont pas tous de médecine, parce que lui fait médecine. Ils ne sont pas tous de médecine, ils font plein de choses différentes. Et en fait, c'est Facebook qui a permis ça. Et du coup, on a engagé une conversation autour de Facebook. Et tous étaient très en colère par cette réintermédiation de Facebook. Parce que ça leur enlevait ce qu'ils considéraient être leur part de choix. Donc voilà, c'était pour être dans ton sens. Ils sont en colère, mais sans pour autant avoir oublié que c'est grâce à Facebook, grâce à cet outil qu'ils se sont oui, mais ils sont capables de le quitter demain pour trouver d'autres solutions. Peut-être le problème qui est compliqué dans ces débats, enfin moi, je trouve entre la vie réelle et le numérique, c'est qu'on pense que la vie réelle est très diverse et que le numérique nous enferme. Alors que si on réfléchissait un instant, on se rendrait compte que la vie réelle n'est pas très diverse du tout. On a les mêmes trajets, les mêmes déplacements, les mêmes conversations, les mêmes amis. La vie diverse est beaucoup moins variée qu'on l'imagine. Donc, même si c'est fermé, même s'il y a des plateformes, même s'il y a des intérêts commerciaux, même s'il y a ces armées de faux amis, faux comptes, etc., qui sont en train un peu de pourrir ces sites, les chances d'accéder à de la diversité dans les univers numériques est toujours plus grande que dans la vie réelle. Alors dans la vie réelle, on pourrait être beaucoup plus curieux, on pourrait changer de chemin, on pourrait décider d'être ami avec des gens qui ont des idées absolument opposées à soi, on pourrait aller à des concerts de musique qu'on déteste, mais on le fait pas en fait. Hein. L'air de rien, la musique qu'on déteste, les amis qui ont des idées différentes, on va plus facilement les trouver dans le monde numérique, même si aujourd'hui il y a des mécanismes qu'il faut critiquer, dangereux, de fermeture, d'emprise algorithmique, et surtout de captation marchande des données des individus. Et là on en revient à votre sujet, hein, faire société. Moi, je suis vraiment persuadé que faire société, c'est justement avoir un parcours qui permet d'aller à la rencontre de différences, que ça soit en ligne ou hors ligne. Finalement, tout ça, les relations restent réelles, donc, et de progressivement avancer, tout en comprenant ce qu'on fait. Donc, on appelle ça l'empowerment, le pouvoir d'agir. C'est peut-être un sujet qu'on peut traiter sur les dernières minutes parce qu'il est important. L'empowerment, on le réduit souvent à la question individuelle. On va y venir. Or, il y a vraiment 3 dimensions qui me semblent importantes. La question individuelle, la question collective et la question politique. Alors, juste pour... on va y venir, bien sûr, c'est important. Juste pour aller au bout de cette question de la désintermédiation et finalement, dans le domaine politique citoyen, on voit que ça peut conduire à des formes de démocratie directe et pourquoi pas. On peut imaginer avec la blockchain et tout ça, avoir des systèmes très vertueux. Il y a 2 exemples, je voudrais que vous réagissiez si vous le voulez bien. 2 exemples actuellement, il y en a un, alors j'ai plus le nom en tête, mais il a été monté par quelqu'un qui s'appelle Serge Pilisser.
et qui est de faire une plateforme citoyenne où les gens, en gros, viendraient dire ce qu'ils veulent. Sur un plan politique, quoi. Voilà, je voudrais que les choses soient comme ça. Et en fait, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de constituer une force quantitative. C'est de pouvoir dire, bah voilà, il y a 2 millions de personnes qui pensent ça, et d'obliger les politiques à en tenir compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un rapport de force, quoi. Voilà, ça c'est. Je voulais avoir votre point de vue sur ce type d'initiative. Et là, quelque part, on retrouve quelque chose qui est très ancien, ça s'appelle les lobbies. Voilà, on organise un lobby sur une question. Et la deuxième, c'est ce qui se passe actuellement à Grenoble, où la ville a mis en place un système de votation qui existe déjà dans d'autres pays comme la Suisse, mais qui n'existait pas encore en France. Un système de votation où les gens décident entre eux d'un projet. Ils vont le soumettre à un petit référendum local, une votation, et s'il y a plus de 20 000 voix, le projet est obligatoirement adopté par la mairie. Et pourquoi 20 000 voix? Parce que c'est le nombre de voix qu'il a fallu aux élus pour être élus. Voilà, je voulais vous faire réagir sur ces deux sujets. Alors, c'est vraiment des exemples qui sont très en phase avec l'ensemble des expérimentations très riches et variées qui sont traitées dans le dossier du Digital Society Forum, qui est vraiment l'idée de... Voilà, on pourrait dire peut-être très simplement qu'il y a 3 chemins vers le centre politique. Il y a 3 manières de parler à la décision public, on pourrait dire. Il y a une manière qui est celle de la démocratie participative, qui est celle de Grenoble. C'est-à-dire, en fait, c'est l'institution politique qui va décider de ne pas prendre les décisions au sein du cénacle des élus, et qui sont légitimes du fait de leur élection, mais de dire cette légitimité doit être complétée d'une interrogation des citoyens. Et que si finalement on a ce nombre suffisant, il y a une forme de participation et de contribution, d'aération en fait de la décision publique vers d'autres expertises qui sont les expertises des citoyens. Ça, le numérique peut aider à contribuer. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans l'histoire du numérique comme ça. Elles sont difficiles à faire fonctionner parce qu'il est difficile en fait de trouver des citoyens qui ne soient pas des citoyens qui ont eux-mêmes des compétences sociales, culturelles et politiques très élevées en fait, qui est le problème de la démocratie participative. Mais on l'a vu avec la loi Le Maire en utilisant un système de contribution comme ça, de mise en discussion de la décision publique. Il y a un autre système qui est de dire la société doit parler au centre en produisant du bruit. Et alors ça, c'est le modèle qui est pour moi le plus important. Enfin, qui est d'une certaine manière assez en phase avec ce qui se joue aujourd'hui. C'est l'idée que l'espace public, l'espace de la société civile, produit des signaux, produit de l'intelligence collective, produit de l'expertise, produit aussi beaucoup de critiques et de choses qu'on peut apprécier ou pas apprécier, et qu'on fait des pétitions, on fait des hashtags, on fait des... Voilà, il y a quand même des nouveaux signaux qui peuvent s'exprimer et être rendus visibles, publics et appréhendables par les politiques, qui sont une nouvelle existence importante de l'espace d'individus qui se sont emparés du numérique pour s'exprimer. Et ça, c'est un rôle important. Et puis c'est vrai qu'il y a une troisième dynamique qui est intrigante parce qu'elle s'inscrit à la fois dans les principes originaires, on pourrait dire, de l'Internet des hackers, mais elle essaie d'aller vers le centre, mais de déplacer le centre politique en transformant une chose qui est essentielle dans la forme de légitimité politique de nos démocraties, qui est ce qu'on appelle le mandat représentatif. Une fois élu, le représentant représente la nation et pas sa circonscription, et il ne va pas réinterroger tous les jours ses électeurs. Or, on sent qu'il y a dans une dynamique aujourd'hui, et ça, je crois que le numérique a contribué à cette idée chez les internautes, individus, citoyens, que nous étions mal représentés si nous ne décidions que tous les 5 ans de changer nos élus. Et donc on veut participer à la décision, donc on veut que l'élu vienne reconsulter régulièrement les citoyens. Donc référendum, démocratie directe, démocratie liquide, dispositifs comme ceux de Ma Voix ou de la primaire.org, c'est-à-dire on va envoyer au centre politique, dans l'Assemblée, on va envoyer quelqu'un qui sera constamment lié à ses électeurs pour les réinterroger et renouveler. Bon, je pense qu'il y a un peu de naïveté, mais je dis vraiment ça à titre personnel, qu'il y a un peu de naïveté dans le dispositif, mais en même temps, il est la traduction assez exacte d'aspirations et d'attentes qui sont présentes dans une partie de nos sociétés. Alors je dis bien une partie seulement, parce qu'il y a une autre partie qui a des votes très différents, qui attend autre chose de la politique, et qui nous fait parfois un peu peur. Ouais, toujours pour compléter, je pense qu'il y a un point qui est important, il faut aussi séparer la notion d'implication et d'engagement citoyen.
Quand on est sur Change.org, on clique sur un bouton. C'est un élément de lobby, c'est important, et ça peut faire basculer, c'est important. L'engagement, c'est quand même autre chose. Hein. C'est quelque chose qui est plus profond et qui, d'ailleurs, va s'incarner à un moment certainement territorialement. Il y a l'exemple de la Constitution islandaise, quand même, qui est un exemple précis, mais sur un petit pays. Donc, ça, c'est le premier point. Et sur l'autre point, qui est le point de, on va dire, la démocratie liquide, qui est intéressant en théorie. Le Parti pirate allemand a été un des premiers utilisés, même si l'idée date de beaucoup plus longtemps et bien avant Internet. Hein, cette idée d'avoir des représentants qui peuvent changer régulièrement et qui ne sont pas là pour porter voix et être personnalisés, mais avec d'ailleurs les outils numériques qui permettent de mieux le gérer. Et donc du coup, il y a tout un tas de plateformes qui existent sur le sujet. Je suis aussi d'accord avec Dominique. On voit plein de choses émerger et elles sont surtout le signal du fait que si on devait penser à un futur souhaitable, on penserait à cette réconciliation entre démocratie représentative et démocratie participative dans une logique liquide ou fluide, mais ça reste pour l'instant un futur souhaitable. Alors, je suis toujours sur des questions un peu caricaturales et pour susciter les réactions. Justement, on parle de toute cette innovation sociale, donc les makers, le do-it-yourself, le peer-to-peer, la production collaborative, les civic tech, etc. Il y a plein de choses qui émergent, qui bougent et qui se maillent de plus en plus, qui convergent dans des dynamiques de renouveau qui s'établissent à la fois sur le plan culturel, social, économique, éducatif. Enfin, ça impacte tous les domaines, c'est systémique. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que cette forme cette force créative, cette intelligence connective, sera malgré tout assez rapide pour rhizomer et s'organiser et faire émerger un nouveau modèle de société en douceur? C'est-à-dire que ce qu'on entend aussi, Attali était venu ici à un rendez-vous du futur et nous avait dit que pour lui, par exemple, ça passerait par une cassure, une rupture, voire un conflit. Comment vous sentez, et on voit bien que la société est tendue aujourd'hui, hein, est-ce que vous pensez que cette intelligence connective, telle que vous l'observez, sera capable assez rapidement de structurer un nouveau modèle ou pas? Parce que, excusez-moi, le numérique a aussi tendance à consolider des modèles anciens. Hein, il ne fait pas que amener du nouveau. Alors, bon, c'est super difficile de répondre à cette question. Hein, on n'est pas voyant. Pour autant, je pense que c'est un élément essentiel, en tout cas pour le groupe qui est le mien, de poursuivre cette vocation qui est de soutenir ces nouvelles formes d'action et d'activité qui se mettent en place, les makers, mais aussi d'accompagner la compréhension, la compétence, au même titre je pense aux Amazones du web en Côte d'Ivoire, etc. Tout ce qui permet de prendre conscience et d'avoir la maîtrise un peu plus de tous ces outils-là. Dominique pourrait parler des big data et de tout ce qui se passe autour de l'OpenGouv, et je pense que là-dessus pour intervenir. Là aussi, il y a besoin de compréhension et de pouvoir agir sur le sujet. Donc, pour un groupe comme le mien, dans une logique d'innovation ouverte, on va dire, il est essentiel de travailler à ce que ces nouvelles formes d'activité se développent, ces nouvelles formes de participation, etc. se développent, parce qu'elles sont la vitalité des territoires même. Donc, en fait, on n'est plus dans le numérique, là. Là, on est sur des acteurs locaux qui utilisent le numérique qui est transversal à tout pour faire des choses qui peuvent avoir un impact, qui soit local ou global. Et pour nous, et je parle même d'un point de vue économique, il est très très important que cette vitalité des territoires se poursuive. Dominique Cardon, comment... Moi, c'est un peu comme Thierry, c'est-à-dire je suis complètement incapable de faire un pronostic, mais c'est vrai que comme vous, moi je suis frappé du fait que ça tend un peu deux univers dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Il y a des gens pour qui les transformations de l'individualisme connecté ne fait qu'apporter des profits, d'encourager la créativité, de multiplier les initiatives. Et donc il y a quelque chose d'effectivement d'assez réjouissant dans ces dynamiques qui sont quand même, quand on les regarde, elles sont très urbaines, très liées à des gens qui, dans la société, ont plutôt une position enviable ou des diplômes, des liens avec les grandes écoles, etc. Là, il y a vraiment quelque chose.
Et puis, il y a d'autres espaces sociaux dans lesquels cette connexion voilà, est beaucoup plus difficile, qui ont des rapports beaucoup plus différents, à la fois aux technologies, mais aussi à toutes les imaginations de création de collectifs sur ces aspects-là. D'où l'importance d'un enjeu, et on en a parlé dans les émissions précédentes, là, justement, de raccrocher ces mondes sociaux, parce qu'ils sont loin d'être accrochés. Donc, toutes les initiatives qui essayent de le faire, même si c'est quand même très compliqué en pratique, hein, sont sans doute très heureuses. Et puis une autre dimension, moi, qui me semble importante, c'est qu'effectivement, localement, sur des petits groupes, sur des petites initiatives, on a des choses très denses et très riches qui se font. Mais la question d'un moment, non pas d'institutionnalisation, mais d'un moment de pérennisation, d'un moment de mise en réseau, d'un moment un petit peu au moment où on donne de l'ampleur à ces phénomènes locaux, à ces expériences, etc., est plus complexe à mettre en place, et que sans doute, alors peut-être ne faut-il pas passer à l'échelle sur le format traditionnel, des fédérations, d'associations, des modèles trop verticaux. Mais il y a quand même un enjeu à rendre plus durable des initiatives dont les initiatives souvent s'essoufflent ou bien rebondissent ailleurs, mais ne se pérennisent pas. Alors je suis vraiment tout à fait d'accord avec Dominique. Je pense que l'effort doit être vraiment fortement lié. Moi j'ai grandi à Vaux-en-Velin dans les quartiers, et on disait coller du mur. C'est-à-dire qu'au-delà de la compétence, il y avait la question de la confiance. Ça a été dit dans une autre capsule des rendez-vous du futur. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire de soutien pour ceux qui sont les plus éloignés, les plus fragiles, etc. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui le font. Nous, on en fait. Orange Fédéralité Numérique, la Fondation Orange fait des choses, mais aussi au Brésil, il se passe des choses, à Londres, il se passe des choses, pour les TechMom, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et le deuxième point sur lequel je suis vraiment d'accord avec Dominique, c'est que à un moment, la question nous on appellerait dans notre jargon le passage à l'échelle, c'est une vraie question. Parce que, bien sûr qu'il faut mailler, mais elles n'ont aussi de vérité que parce qu'elles sont communautaires. Donc, à un moment, si la communauté explose pour devenir massive, donc voilà, la question reste totalement ouverte. Oui, finalement, c'est bien à l'image d'Internet que les choses vont se développer. Tan Niem, qui était venu ici, Bénédicte Magnier aussi, qui était venu parler en Inde de ce qui se passe avec son livre 1 million de révolutions tranquilles, où elle expliquait que, oui, il y a au niveau très local, hyper local, il y a plein de choses très ingénieuses. On voit avec le film Demain, aujourd'hui, on a pléthore de médias, de films, etc., qui nous montrent qu'effectivement, il y a plein d'initiatives au niveau local, et que toute la problématique aujourd'hui, c'est effectivement, comme vous le disiez, de les valoriser et de les transposer. Et pas de les dupliquer, pas de les copier-coller, de les transposer, ce qui est tout à fait... Mais déjà les rendre visibles. Moi, je suis totalement éberlué quand je vois qu'on ne permet pas la visibilité globale de choses. Vous voyez, dans le travail que j'ai à faire, on va travailler à la mise en place d'incubateurs pluriels en Afrique. Il va y avoir des zooms qui vont être faits sur un des incubateurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir à un moment un pas de recul qui est beaucoup plus régionalisé sur le sujet. Même chose, on vient de lancer un concours avec l'entrepreneuriat social et solidaire et la ruche, parce que je pense que ça fait partie des acteurs qui ont besoin du numérique. Et donc ce concours qui est le Digital Impact se lance. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est très difficile de choper les médias et de leur dire on travaille à plusieurs, ensemble, privé, public, etc., etc. Et c'est pour des choses vraies. Et en fait, pour l'instant, ça colle pas. Mais alors c'est quoi? C'est générationnel la solution? Moi, je ne sais pas s'il y a de solution. Je voudrais dire, mais là, c'est plus en historien du politique, on pourrait dire. C'est sans doute que mais dire que ça manque, c'est tout simplement vouloir rabattre sur un modèle passé, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas la bonne solution. Mais ce qui manque, c'est quand même un grand mouvement social, culturel et politique qui porte ces initiatives. Ces initiatives, elles sont merveilleuses, formidables localement. Mais finalement, elles ne projettent pas de politique. Voilà. Il n'y a pas le grand récit qui va avec. Elles ne projettent pas un récit, alors qu'on en a des disponibles, je pense à la transition écologique. Hein. Mais ce grand récit doit aussi se projeter avec des ennemis. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi dire que cet engagement local, il se fait parce qu'il y a des menaces, et ces menaces, elles sont là. Et finalement, cette difficulté à désigner politiquement quels sont les adversaires,
hein, et pourquoi on essaye de reconstituer localement d'autres formes de solidarité et de liens, il a du mal à se constituer. Et moi, je trouve c'est quand même très frappant. On vient aider les migrants, hein, mais finalement, on ne proteste pas contre la politique de nos pays ou de l'Europe à l'égard des migrants aujourd'hui. Il y a des expériences incroyables pour tout ce qui est autour de l'écologie, de la décroissance, de la nouvelle organisation des flux multiples, etc. Mais finalement, cette idée qu'il faudrait porter la transition écologique aussi de façon plus politique et plus forte dans l'espace public, elle se fait pas. Alors, je ne mets pas en responsabilité les gens qui sont dans ces affaires, mais sans doute que par rapport à d'autres périodes, je pense aux années 60-70, hein, le fait d'être porté par un grand courant et d'un grand flux de récits historiques sur cette transition est sans doute une des difficultés qu'on a aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut inventer une autre manière de se raccrocher à cette historicité, en fait. J'avais une discussion avec Patrick Vivray il n'y a pas très longtemps, qui est philosophe, et la question c'était le récit des singularités citoyennes. C'est-à-dire que, en fait, ces micro-collectifs n'arrivent pas ensemble à créer le récit des singularités citoyennes. Très beau. Niels, Patrick Vivray était venu à un rendez-vous du futur et c'était effectivement passionnant. Et c'était une super émission. Comme là, c'est une super émission, on aimerait évidemment tirer le temps. Niels, j'ai vu ta grimace quand je t'ai dit que c'était fini. Je suis désolé, c'est toujours un exercice de frustration. Merci à vous. Je peux juste tirer un dernier mot. Comme je suis orange, je vais faire de la pub, hein, parce que c'est normal. Ce sujet-là, en fait, sera traité le 15 décembre à la Chaire des Bernardins. Mais j'allais y venir. Tu allais y venir. J'allais y venir, mais... Alors, je te laisse la parole. Non, je vous invite vraiment à vous plonger dans le dossier sur les nouvelles citoyennetés, la démocratie à l'heure actuelle, sur le Digital Society Forum d'Orange. Sur Internet, évidemment, vous allez sur le site du Digital Society Forum d'Orange et le 15 décembre, effectivement, le matin, il y aura une table ronde qui sera diffusée en direct. Et donc, si vous suivez le Digital Society Forum sur Twitter, sur Facebook, vous aurez droit à une grande table ronde autour des nouvelles citoyennetés aussi. Et on aura quand même du beau monde, puisque Damien Viel, Thierry Pêche, Thierry Vedel, Léonore de Roquefeuille, Gaël Slimane, Vincent Fons, Axel Duchesne et d'autres seront présents. Donc c'est la nouvelle génération également autour de ces questionnements des nouvelles démocraties. Merci beaucoup messieurs, merci de vous être prêtés à ce jeu. C'était rock ou jazz pour reprendre une expression favorite de mon acolyte Niels. Merci beaucoup Niels. Merci à vous derrière votre écran, petit ou grand. Et à tout de suite sur les réseaux. Merci évidemment à nos producteurs Triple C, JD Carré et Le Cube et à notre partenaire le Digital Society Forum d'Orange. Merci.